Ça fait donc 100 jours qu'Emmanuel Macron a entamé son deuxième quinquennat. 100 jours, il avait promis un nouveau président pour un mandat nouveau. On va faire un premier bilan. Jean-Christophe Couvi, en ce qui concerne votre parti et la sécurité, on l'a beaucoup dit ces derniers jours. Emmanuel Macron, le 14 juillet, il ne parle pas de sécurité. Elisabeth Borne, pour l'instant, sur ces thématiques-là, n'est pas très présente. Est-ce que c'est un mauvais signal pour vous ? Bon, déjà, on parle des 100 jours du président. Il y en a eu 1825 avant, quand même, 5 ans. Donc, il avait aussi quand même le temps de préparer. J'allais dire que c'est quand même la continuité. Alors, on avait anticipé un petit peu parce qu'effectivement, on avait déjà parlé de la loi organique pour le ministère de l'Intérieur. On avait organisé le Beauvau de la sécurité. Donc, on a une loi qui est quand même à peu près cadrée. On a une promesse de don de 15 milliards d'euros pour 5 ans. Donc, effectivement, maintenant, il faut transformer l'essai. On verra ça en septembre, quand la loi sera présentée à l'Assemblée nationale. Il pourra peut-être même y avoir des petits changements, des amendements, ou du plus, peut-être du RAB, on ne sait pas. Donc voilà, nous on attend ça. On attend aussi que ce quinquennat-là transforme aussi, retransforme les pouvoirs pour la justice. Parce que franchement, voilà, nos collègues magistrats sont au bord du gouffre. On a une justice en France qui est vraiment délabrée et on a besoin vraiment d'un coup de fouet, de redresser, la police, la justice et de redonner vraiment des pleins moyens. Parce qu'on voit bien là qu'on est un carrefour en ce moment. On voit bien qu'on a un problème sociétal. On voit bien qu'on a un problème, de plein de choses en France, où une violence, une ultra-violence. Et donc on a besoin vraiment d'avoir ces deux services, régaliens, police et justice, vraiment à flot. Dans un instant, on va parler de la volonté du ministre de l'Intérieur d'expulser un imam. Justement, je reviens sur ce que vous venez de dire sur le côté influenceur, parce que effectivement, c'est un imam très présent sur les réseaux sociaux et très médiatisé. 170 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et certains de ses prêches sont vus par 30 millions de personnes. Est-ce que ce côté aussi médiatique peut participer, Jean-Christophe Couvi, si vous voulez réagir, à ce côté? Il est peut-être aussi un exemple, finalement. Il est quelqu'un de très entendu et donc on fait peut-être plus attention avec lui. Bien sûr. Alors, les policiers, la police et la justice, nous on lutte, contre la partie opérationnelle de l'islamisme. C'est-à-dire, nous on est là pour rassembler des preuves, interpeller, il y a la loi. Mais après, il y a toute la partie idéologie. Et là, la partie idéologie, il faut aussi lutter. Nous, on ne peut pas lutter policiers et magistrats parce que justement, on est dans le cadre de la loi. Mais l'idéologie, c'est la partie, faible et sombre de toutes les démocraties. Et il faut lutter contre ça parce que c'est à partir de là qu'on forme des islamistes. Et moi, je fais bien la distinction entre islam et islamiste. Le préfixe isme, ça démontre bien une idéologie qu'on veut enseigner, etc. Donc ça, c'est très important de bien séparer les deux. Et on voit qu'il y a des personnes qui veulent justement tout remettre dans le même sac en mélangeant islam normal, politique, mais aussi religieux classique, où 95% des Français d'origine, qui pratiquent l'islam, pratiquent ça normalement. Et on voit qu'il y a une petite partie, justement, qui développe l'islamisme. Et ceux-là, ils sont très dangereux pour la République. Et effectivement, il faut se réveiller et peut-être prendre les devants. Et se séparer de certaines personnes qui sont là pour diluer des messages haineux. Pour certains jeunes, dans certains quartiers, ces prêches qu'ils peuvent trouver sur YouTube, sur Internet, ça devient une référence. Et l'enjeu aussi, c'est de faire attention à ceux qui sont seuls devant leur écran, qui n'ont pas forcément d'autres versions. Et on le sait, et malheureusement on l'a vu dans un certain nombre d'attentats, la radicalisation sur Internet, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour la sécurité publique. Oui, alors on a nos collègues des renseignements territoriaux, on a nos collègues, en rigolant, on appelle ça la secrète, mais non, mais de la DGSI qui font remonter des informations, notamment au gouvernement, au ministre, et on a des alertes. Et on sait bien qu'actuellement, il y a de l'entrisme dans certains quartiers, il y a de l'entrisme chez les jeunes. On le voit, il y a eu il n'y a pas longtemps un rapport d'ailleurs qui a été donné, même dans les écoles, on voit bien que certains maintenant jeunes arrivent en camis pour provoquer. Enfin, on voit qu'il y a une mouvance comme ça, politique, où d'ailleurs les jeunes, quand ils s'expliquaient devant les directeurs d'établissements scolaires, avaient déjà des arguments préparés à l'avance. Donc en fait, on voit bien que les cerveaux sont déjà préparés et on leur donne carrément l'argumentaire parfait pour contrer, un petit peu la faiblesse de la démocratie. Donc nous, oui, il faut bien, on est dans un pays laïque et on fait bien la séparation entre les religions. Les religions, c'est à la maison, chacun a le droit de penser ce qu'on veut, ce qu'il veut, mais il y a un espace public et nous, policiers, on est là aussi pour faire respecter ça. Et il y a aussi l'autre, jambe toujours de la République, qui est la justice, qui est là aussi pour faire respecter le droit. Mais attention
justement à toutes ces idéologies. Et encore une fois, il ne faut pas tout mélanger, on ne mélange pas islam et islamisme. Voilà. Tout le monde a le droit de pratiquer sa religion dans le respect des autres, mais là, diluer comme ça certaines idées, moi j'ai lu ce qu'il a écrit aussi sur Hitler, etc. Franchement, c'est moche. Jean-Christophe Couvi, pour terminer, on y reviendra à 15h30. On voit que là, en tout cas, le ministre de l'Intérieur a eu envie de montrer que la décision prise, laissez-passer consulaire, expulsion, que cette fois, ça va aller vite. On peut espérer peut-être que ça se passe comme ça à l'avenir. Alors oui, on le souhaite pour appliquer la loi au mieux. D'ailleurs, Marrakech, ça me fait penser, Maroc, Marrakech, ça me fait penser au pacte de Marrakech de 2018, où justement, ça engageait beaucoup de pays pour avoir une immigration digne, donc de masse, mais digne, avec des facilités de reconduite en cas de problème ou quand les papiers ne sont pas faits. Alors donc, oui, il y a beaucoup de pays comme ça qui ont signé, et on voit bien que quand on a le laissez-passer consulaire, qui est le nerf de la guerre, en fait, dans la lutte contre l'immigration clandestine, les choses vont très rapidement. Je vais vous faire réagir, Jean-Christophe Couvi, mais on va regarder dans le détail les propositions, notamment la première proposition du maire de Nice, Christian Estrosi, permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité aujourd'hui interdits, alors qu'elles concourent au maintien de la tranquillité publique. Mais avec ce que nous disait Georges Fenech à l'instant, toutes ces mesures, finalement, c'est un peu idéaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas agir comme ça. Un maire ne peut pas décider de donner ces pouvoirs-là à la police lui-même. Mais non, tout simplement pour la séparation des pouvoirs, c'est ce qui fait aussi le ciment de notre démocratie. Il y a toujours un contre-pouvoir, c'est comme ça. Si le maire a tous les pouvoirs, ça s'appelle un shérif. Donc du coup, on se transfère, on va aux États-Unis, et puis dans ces cas-là, le shérif est élu, il fait sa propre loi sur son territoire, et la police nationale devient une police fédérale. Donc non, en France, on n'a pas le même... voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Le maire, effectivement, déjà, les maires ont beaucoup de pouvoir. Nous, côté police, on a quand même abandonné la police de proximité, justement, aux polices municipales. Donc c'est les polices municipales maintenant qui sont plus proches de la population, et nous, on est devenu une police répressive. Voilà. Donc déjà, il faut qu'on regagne un peu ce terrain-là, de revenir un petit peu sur la population. Et puis, j'en fais pas une guerre de tranchées. Je suis pas anti-police municipale, puisque de toute façon, depuis le fameux continuum de sécurité, voilà, on a changé le logiciel. On sait que maintenant, on collabore, police nationale, police municipale, très bien ensemble. D'ailleurs, à Nice, effectivement, on a fait un hôtel des polices. Ça se passe très bien entre mes collègues nationaux et municipaux. D'ailleurs, on a aussi, nous, la représentation à avoir dans les rues. Notamment, alors on rigole parce que Nice, il y a une brigade équestre de la police municipale. On voulait la faire, nous, police nationale. Et on se dit, non, parce que si on fait une brigade équestre police nationale, ça va faire de l'ombre à la police municipale. Alors, vous voyez, voilà, bon. Donc, on laisse un peu le terrain. Et les policiers municipaux, pour discuter aussi avec eux, ne sont pas forcément favorables à avoir des prérogatives étendues comme la police nationale. Sinon, dans ces cas-là, on fait qu'un seul corps et on arrête les polices municipales et on fait une grosse police nationale. Enfin, voilà. Jean-Christophe Couvi, quand on voyait des maires comme ça tenter de monter au créneau, tenter de faire de leur ville des laboratoires, comme le fait Christian Estrosi, pour vous, parfois, ça peut être l'occasion de travailler avec des maires qui vous mettent en avant, où il y a aussi des moments où vous, en tant que force de l'ordre, il faut leur dire non, mais en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Oui, mais alors on ne peut pas les taxer de vouloir faire des choses pour leur ville. C'est normal parce qu'en fait, ce qui est logique, c'est que un habitant va venir se plaindre auprès du maire. Il ne va pas venir se plaindre auprès forcément du commissaire. Donc, j'allais dire, voilà, le maire est au contact de la population. Ils ont envie de faire bouger les choses. Ça, on ne peut pas les taxer d'immobilisme par rapport à ça. Après, effectivement, on a la loi. Mais nous, encore une fois, ça dépendra des mairies. Mais avec Nice, ça se passe très très bien. Enfin, vraiment, nous les policiers nationaux, voilà, on a accès aussi, j'allais dire, aux caméras. On a vraiment de la coproduction de sécurité. Donc, quand ça se passe comme ça, en symbiose, en bonne entente, en bonne équipe, c'est très très bien. Je vais pas dire comme le ministre des résultats impressionnants. Je vais pas en arriver là, mais c'est quand même voilà. On voit qu'il y a des avancées, il y a une coopération, une concorde autour de l'insécurité. Et ça, on peut pas les blâmer, au contraire. Jean-Christophe Couvi, sur cette décision du ministre de l'Intérieur, assumée, expliquée et visiblement mise en place dans les plus brefs délais. Cette fois, on doit le reconnaître. Oui, en tant que policier, première question, est-ce que la loi a été respectée ? Oui. La loi est respectée. Cet homme a des droits. Maintenant, effectivement, il faut qu'on lutte contre une idéologie parce qu'on se rend compte, nous, policiers, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, on fait remonter des informations. Il y a actuellement, effectivement, on a l'islamisme se répand dans certains endroits. Souvent, c'est des endroits un peu défavorisés. Il n'y a pas trop de culture. On est déscolarisés. Et ces personnes-là trouvent justement un discours de rigueur, trouvent, j'allais dire, une main tendue.
Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a de la manipulation. Et donc, et surtout, c'est que c'est souvent des gens français, mais qui sont de parents d'origine étrangère et qui tombent là-dedans. Et donc, en fait, ces personnes-là les mettent dos à dos entre, un, vous n'êtes pas vraiment français, vous êtes rejeté, et deux, votre pays d'origine vous rejette aussi, donc vous êtes un peu dans le no man's land. Et donc, du coup, votre nationalité, en gros, c'est d'être musulman. Non, musulman, c'est une religion. Nationalité, c'est on est français. Et donc, il faut bien faire la part des choses. Et nous, voilà, on voit ça sur le terrain. Et c'est inquiétant quand même. Il faut arrêter de cet amalgame toujours entre l'islam et l'islamisme. Voilà, il faut battre et combattre cette idéologie. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de nos hommes politiques. Et j'espère que c'est que le début, mais qu'il va falloir vraiment lutter maintenant contre ça et qu'on arrête d'avoir des communautarismes et plutôt qu'on ait des gens dans une même nation et qui arrêtent de se regarder en chien de fusil et plutôt qui tendent vers la concorde. Voilà. On va maintenant clore cette séquence et s'intéresser à ce qui se passe à Lyon. Alors vous l'avez sans doute suivi ce week-end, la guerre qui oppose Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui n'est pas venu accueillir le ministre de l'Intérieur alors qu'il était en déplacement à Lyon samedi. Alors depuis, la saga continue, si je puis m'exprimer ainsi. Gérald Darmanin lui a écrit hier, on parlera de cette lettre dans un instant. Et puis, ceux qui sont exprimés dans la journée, c'est les policiers municipaux eux-mêmes, le syndicat FO Police Municipale, qui dit ceci sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur le ministre, de votre soutien. Le maire refusant obstinément de recevoir l'intersyndicale de la police municipale. Nous aimerions être présents le 5 septembre pour faire entendre notre voix. Nous voulons servir et protéger. Avant de rejoindre l'un de ces syndicalistes, d'abord, Jean-Christophe Couvi, on est dans une situation où donc la police municipale doit se fendre d'un tweet s'appuyant sur le ministre de l'Intérieur pour espérer rencontrer son maire. Bah oui, c'est dramatique parce que justement ils sont au service de la mairie mais aussi au service des citoyens et ça fait depuis plus d'un an donc qu'ils essaient de voir leur patron, le maire. Donc c'est un piètre dialogue social, on voit bien qu'il y a de la souffrance au travail aussi. Ils essaient de l'exprimer, ils avaient même contracté un CHSCT. Voilà, donc on voit bien que, encore une fois, on fait fi du dialogue social, des corps intermédiaires. Bizarre, voilà. Et il manque une centaine mais mon collègue, je pense, de FO le dira, il manque une centaine de policiers municipaux sur Lyon pour avoir au moins un rythme de travail soutenu et de pouvoir aider les citoyens. Et nous, on a besoin de cette police municipale, encore une fois, de cette coproduction de sécurité. Et il faut qu'on s'implante avec eux, qu'on travaille de concert. Et on voit bien que là, c'est complètement déséquilibré. Jean-Christophe Couvi, effectivement, on le sait, les forces de l'ordre le disent, le quotidien est de plus en plus pesant, menaçant parfois quand on est policier municipal et qu'on sent qu'on n'a pas le soutien de son maire et de l'équipe. Moralement, ça rajoute quand même une pression. Il faut trouver le courage d'aller au boulot tous les jours. Quand vous entendez mon collègue de la police municipale qui pleure des effectifs, qui explique qu'il a juste envie de parler avec son patron, qui explique qu'il trouve tous les jours, tous les policiers trouvent un peu le regard des victimes et qu'ils essayent de faire bouger les choses et qu'en face, il y a le blackout et fin de non-recevoir. Ouais, moi ça m'interpelle et encore une fois je me dis peut-être que le maire de Lyon et les Lyonnais ont beaucoup de chance d'avoir des policiers municipaux et nationaux qui ont envie justement tous les jours de relever les manches et d'aller quand même au turbin, au mastic et toujours d'aider les citoyens. Moi Lyon, vol violent en 2021 par rapport à 2020, vol violent sans armes plus 36%, violence sexuelle plus 23%, usage de stupes plus 38%, coups et blessures volontaires plus 15%. Et en plus c'est la ville d'Edalton. Donc je veux dire le maire à un moment donné, il va falloir qu'il sorte un petit peu de son écosystème et qu'il arrête de parler aux armes et qu'il parle un peu aux gens et aux policiers municipaux. Jean-Christophe Couvi, on en parlait d'ailleurs hier, c'est vrai que pour les Français, finalement, et là Gabriel Attal a sans doute un bon argument, ce que veulent voir les Français à la fin du mois, c'est quel est concrètement leur pouvoir d'achat, là où ils ont pu économiser et finalement les aides directes qu'on peut leur transmettre. Il vaut mieux la carotte que le bâton, ça c'est sûr. Donc encore une fois, c'est normal, c'est ciblé, on le voit bien. On traverse une crise. Après, on fait très attention. Hier, je vous le disais d'ailleurs, pour moi, l'alpha et l'oméga, c'est quand même le salaire. Voilà, c'est le salaire qui permet de remplir le frigo. C'est le salaire qui permet de faire des projections de vie. Et quelque part, on a vu une petite... dans les lois de pouvoir d'achat, là, on a vu les RTT, par exemple, qui pouvaient être payés. On va en parler juste après. Et du coup, c'est un recul...
peut-être se poser la question, ça me rappelle le travailler plus pour gagner plus et peut-être à la fin des 35 heures. Il faut faire très attention à ça parce que des fois on met le doigt dans un engrenage et on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais peut-être qu'effectivement on va attaquer les 35 heures et les RTT c'est aussi des repos pour le personnel. Jean-Christophe Couvi, vous le disiez avant ce reportage, on peut voir ça de deux manières. Manière plutôt positive, optimiste, ça permet d'avoir plus à la fin du mois. Le pessimisme ou la version un peu négative, c'est que c'est la fin des 35 heures et que d'une certaine façon d'organiser le travail aussi. Oui, alors c'est marrant, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on veut le plein emploi et en même temps on permet de travailler plus, donc peut-être de moins recruter. Donc il faut voir aussi des fois les côtés négatifs. On a un CET. Beaucoup dans les entreprises, quand on épargne temps, on peut économiser effectivement des jours de temps en temps pour les convertir en points retraite. On peut se les faire payer aussi. Enfin, après les RTT, attention, c'est pareil, c'est des acquis sociaux et j'ai toujours du mal quand on a des acquis sociaux. Alors oui, je suis syndicaliste, des fois je fais pas des combats d'arrière-garde, mais c'est vrai que des fois on se dit attention, les acquis sociaux, faut pas les perdre comme ça sur un coup de dé. Faut bien justement en parler un peu avec les partenaires sociaux. Si c'est peut-être juste une petite parenthèse pour gagner un peu de pouvoir d'achat, oui. Mais si c'est du long terme et qu'effectivement ça va annoncer la fin des 35 heures, bah attention, on met les doigts. Les RTT, encore une fois, c'est aussi de partir, de consommer quelque part, hein, de passer du temps en famille, de passer du temps avec ses enfants, ses proches. On a besoin aussi de ce lien social, ce lien familial. Et les RTT, bah voilà, ça, c'est encore une fois, ça met du lien dans la société. Attention à pas tout perdre pour des idéologies justement économiques. On est tombé dans le libéralisme, en mondialisation, libéralisme, donc individualisation aussi, c'est-à-dire qu'on pense qu'à soi. On voit bien actuellement que d'ailleurs il y a beaucoup de, et ouais, mais j'aime bien le collectif, l'esprit de bande et voilà. Et d'ailleurs la société est en perdition par rapport à ça. On est beaucoup plus individualiste que collectif. Et donc quand on a effectivement cette manne de 35 heures avec du temps libre, etc., on peut le passer avec ses enfants dans des clubs de sport, on peut faire de l'associatif, enfin, on peut apporter beaucoup de choses aussi à la société. Et effectivement, regardez, depuis la Covid, il y a plein de pans dans le monde du travail où il y a un désert, c'est-à-dire, regardez, par exemple, dans les restaurants, on ne trouve plus personne pour y travailler parce que les gens se sont dit, mais attendez, mais moi j'ai du temps libre, ben, j'ai plus envie de bosser pour un SMIC, pour 1300 euros, jusqu'à minuit du soir, plus voir mes gamins, etc. Donc, voilà. Et donc, en fait, la société a bougé, s'est décalée, et maintenant, même quand on voit les nouvelles personnes qui demandent de l'emploi, déjà, ils demandent s'ils peuvent avoir du télétravail. C'est nouveau, ça aussi. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a un changement de société. On ne parle pas de la société d'il y a 25 ans, on est bien d'accord. Voilà, la Covid est arrivée, nous a mis un changement, et il faut qu'on prenne ça en compte aussi, et après, qu'on laisse aussi le choix aux gens. Je suis d'accord, il y a des gens qui vont vouloir travailler 48 heures. Mais il faut quand même ne parlez pas de gens qui veulent travailler 48 heures, parce que là, on prend l'exception pour la règle. Non. Il peut y en avoir. Des gens qui veulent travailler tout court. Le syndicaliste, c'est aussi de mettre des bases et dire attention, voilà, on a des acquis sociaux. Vous avez raison. On peut en discuter. C'est votre rôle. Mais on voit bien que petit à petit, on grignote. Et on les grignote de façon un peu en douce, comme vous disiez, la petite souris qui grignote, et puis à la fin on va se réveiller avec un mal de tête en disant mince, ça va, on l'a pas vu venir. Voilà. Non mais d'accord. Donc dialogue social. Oui, dialogue social, corps intermédiaire. Il faut que ça passe par le dialogue social. Et d'ailleurs c'est ce qui manque. Regardez, je vais faire une extrapolation, mais les gilets jaunes, c'est parce qu'il n'y avait plus de corps intermédiaire. Chacun y allait de sa propre analyse, sa propre demande. Et depuis quelques années, justement, on a supprimé les corps intermédiaires en France. C'est directement l'exécutif, le gouvernement qui parle directement à la base. On les a ignorés, disons. Ignorés, donc heureusement qu'on ne les a pas supprimés. On les voit revenir aujourd'hui. Maintenant, on les voit revenir. C'est la co-concertation, la co-construction. Je pense que l'exécutif s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de ces corps intermédiaires. Point. Évidemment. C'est une bonne démonstration. Et les syndicats, les vrais, sont très importants dans ce contexte. Merci pour votre soutien. Je ne sais pas si vous considériez visé par le propos, mais oui, après tout, je ne décerne pas des brevets, mais...